Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver parce que je vais aborder un sujet que je n'ai encore jamais abordé et avec un invité de marque parce que c'est le cofondateur du site Avenue des Investisseurs. Si vous suivez le podcast depuis un petit moment, vous avez dû forcément écouter l'épisode 23 où j'avais reçu Ludovic, qui est l'autre cofondateur du site, et avec qui on avait parlé d'investissement en général. Le titre s'appelait Investir quand on n'y connaît rien, et on avait un peu survolé tous les investissements vraiment les plus classiques, que ce soit la bourse ou l'immobilier principalement, avec l'assurance vie, le PA, le compte titre, on avait parlé un peu de tout, et on avait vraiment dégrossi un petit peu, on avait dégrossi vraiment l'investissement pour ceux qui n'y connaissaient rien et qui partaient de zéro. Et aujourd'hui, j'ai souhaité interviewer Nicolas parce que ces derniers temps, je suis à fond dans l'investissement SCPI puisque je suis en train de le pratiquer moi-même. Et j'ai vu sur leur site, clairement, j'ai lu leur site qui ont un guide très très bien fait. Et Nicolas, donc l'autre cofondateur, a beaucoup pratiqué la chose et j'ai voulu qu'il nous explique tout ce qu'il savait là-dessus. Et donc c'est un épisode très très riche en valeur, vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi-même j'ai appris certaines choses que je n'aurais pas pensé. Vraiment des cheat codes comme il dit, vraiment les petits trucs que personne vous dit mais qui sont vraiment vraiment très intéressants à la fois pour maximiser son rendement ou pour optimiser la fiscalité. Vous allez voir, il y a beaucoup de valeur dans cet épisode si vous souhaitez faire de l'immobilier sans vous prendre la tête, donc par l'intermédiaire des SCPI. Donc voilà, je vais vous laisser avec l'épisode. Comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify. Ça aide au référencement du podcast, à la diffusion et à remonter en tête du classement sur les finances personnelles. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description, que ce soit les cadeaux gratuits, le compte Instagram, le site internet, mais je vais aussi également mettre les liens vers Avenue des Investisseurs concernant les SCPI, comme on en parle dans le podcast. Voilà, je vous souhaite un très bon épisode. Salut Nicolas, comment tu vas ? Salut Thomas, ça va bien et toi ? Bah ouais, écoute, nickel, hein. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. C'est un plaisir. Écoute, je te propose que tu commences un petit peu par présenter ADI, Avenue des Investisseurs. Donc même si j'avais déjà reçu Ludovic dans un épisode précédent, il y a, je crois, l'épisode 23, un truc comme ça. Mais voilà, je propose que pour les auditeurs qui n'auraient pas eu l'occasion d'écouter cet épisode, que tu représentes un petit peu Avenue des Investisseurs et que tu te présentes un petit peu toi aussi. Ok, alors je suis le binôme de Ludovic. Moi, c'est Nicolas. On a créé le site ensemble Avenue des Investisseurs, alias ADI, en 2018. Et au début, c'était un tout petit site, comme tout le monde. Quand on crée son site, on est totalement inconnu. On avait 10 visiteurs par jour. Et petit à petit, ça a grossi. On a commencé à se faire connaître, surtout fin 2019-2020. Et là, on est devenu, ça fait un peu présomptueux. Très bien référencé. Super bien référencé. On est un peu la référence sur tout ce qui est finances personnelles, l'investissement en bourse, en immobilier. Et je pense ce qui nous démarque, c'est qu'on a vraiment une approche où on prend les gens par la main, on explique qu'on commence de zéro et on progresse étape par étape. Mais surtout, vous faites des articles ultra complets, quoi. Enfin, quand je lis un article, j'ai l'impression de lire un bouquin, quoi. Un peu, des fois c'est quasiment un mini bouquin. Des articles de 3000, 4000 mots et 3-4000 mots, en fait c'est 6-8 pages quoi. 6-8 pages Word. Et on explique bien en détail à chaque fois, d'abord grosso modo, et puis on va de plus en plus en profondeur, et surtout on donne des chiffres. On compare, on donne des chiffres, et ce que beaucoup ne font pas quoi. Nous on aime bien donner des chiffres et comparer parce que c'est ce qui parle, et c'est ce qui est concret. Donc voilà, on a une approche très très pragmatique sur l'investissement et les finances perso. Et voilà, donc c'est Ludovic et moi. Ludovic, lui, il a plutôt lui à la base c'est un chercheur. Oui, c'est plus scientifique, hein, c'est ça, ouais. C'est le scientifique de l'équipe. Moi, je suis plus tourné économique. Il en faut. Moi, je suis pas très bon en maths.
Comme quoi, faut pas forcément être bon en maths pour savoir investir son faire de argent. l'investissement. Faut juste maîtriser. Ouais, il y a pas besoin. Faut juste savoir compter et Ouais. jusqu'à 10 au moins et comprendre les pourcentages. Si tu sais compter et les pourcentages, c'est bon. C'est tout ce que tu as à maîtriser. Donc ces niveaux, en fait, c'est niveau CM2 quoi. Et voilà, et comprendre aussi l'effet des intérêts composés, mais ça on le comprend assez aisément avec un peu d'expérience. L'argent capitalise. Si tu places 100 à 2% dans un an, c'est 102. Mais l'année suivante, ça fera 102 fois 1,02, ça fera plus, ça fera pas 104, ça fera 104 et quelque chose. Ça, c'est les intérêts composés. Donc à long terme, on investit à long terme pour que la boule de neige grossisse. C'est l'intérêt de l'investissement. Donc ça, c'est ce qu'on explique sur Avenue des investisseurs. Et ouais, moi j'ai commencé de zéro pour décomplexer un peu ceux qui nous écoutent. J'ai aucune connaissance à la base, ma famille non plus, ils ne connaissaient que le livret A et le PEL. Et j'ai commencé à 22 ans, j'avais juste mon livret A, mon PEL quand j'ai commencé dans la vie active et c'est tout. J'ai appris au fur et à mesure l'assurance vie, après le PEA, le compte titre, les SCPI, maintenant les cryptos. Mais j'ai vraiment appris au fur et à mesure sur le tas. Ouais, t'es un vrai autodidacte, quoi, sur le. Un vrai autodidacte, ouais, parce que ça s'apprend pas à l'école, ça. Même si j'ai fait des études C'est clair. en comptabilité, finance, j'ai pas du tout appris ça à l'école et j'ai plein de copains de promo qui savent pas investir parce qu'ils savent pas ce qu'on apprend à l'école. Donc, faut vraiment faire l'effort d'apprendre par soi-même. En plus, toi, t'as fait des études en économie, quoi, dans le commerce, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai un bac éco, bac ES. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais à l'époque c'était le bac ES économique et social. Et après j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises administration. Et après j'ai fait une MSTCF. Une MSTCF, c'est pas une maladie sexuellement transmissible, c'est maîtrise des sciences et techniques, comptable et financière. Donc j'étais à fond compta finance, économie, et pourtant on n'a jamais vu tout ce qui est placement, investissement. Donc il faut vraiment faire l'effort de rechercher par soi-même. Et moi j'ai fait l'effort, mais c'était tellement il y a 10 ou 20 ans, c'était tellement même encore actuellement, il y a plein de sites qui expliquent pas vraiment par où commencer, que je me suis dit, il y a 4 ans avec Ludovic, allez, on crée notre site, on explique vraiment par où commencer, parce que nous on a débroussaillé le terrain, on a galéré. Maintenant, on va faire un truc, un guide, un vrai guide où on commence de zéro, on explique comment s'y prendre. Écoute, c'est ultra réussi parce que moi, c'est clairement ma bible. J'ai appris tellement sur votre site et j'ai un parcours un peu similaire sur l'autodidacte, enfin comme toi, autodidacte. J'ai tout appris par moi-même et comme tu dis, on nous apprend pas ça à l'école, donc c'est vrai que il faut faire l'effort de chercher par soi-même et puis ce qui est magique aujourd'hui avec Internet, c'est qu'on a l'information à portée de main, quoi. Que ce soit gratuite ou payante, on a la chance aujourd'hui de pouvoir comprendre comment ça marche. Je te propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui donc on va parler de SCPI. Donc contrairement avec Ludovic, on avait un peu débroussaillé un peu l'investissement en général, on avait abordé un peu grossièrement un peu tous les types d'investissements, et là aujourd'hui avec toi j'aimerais qu'on parle vraiment de SCPI parce que j'en ai jamais parlé encore dans le podcast. Et moi en ce moment je suis aussi à fond dedans et toi je sais que tu l'as pratiqué et bien, donc j'aimerais vraiment qu'on axe l'épisode là-dessus. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter simplement le principe d'une SCPI et pourquoi on devrait s'y attarder? Alors les SCPI, c'est déjà ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Donc on est bien dans un placement immobilier. Société civile, pourquoi? Parce que c'est sous forme de société. C'est une société de gestion qui est gérée par des vrais professionnels de l'immobilier. Souvent c'est des grandes équipes, des gens qui sont dans l'opérationnel, qui vont acheter et vendre l'immobilier, des gens qui sont dans la fiscalité, des gens dans l'administratif, etc. Donc c'est une société de gestion qui achète des parcs entiers, des immeubles entiers qui forment un parc. Il peut y avoir dans un parc immobilier des dizaines d'immeubles différents, des commerces, des entrepôts. Et donc nous, investisseurs, on va être associés dans ce parc. Si j'ai investi, je dis n'importe quoi, 10 000 euros dans une SCPI, je possède 0,X% de la SCPI. C'est-à-dire, j'ai une partie, un petit bout de cet immeuble, un petit bout de l'entrepôt qui est à Lille, un petit bout de l'immeuble qui est à Paris, un petit bout de l'immeuble qui est en Allemagne. Voilà, on est tous copropriétaires d'un parc immobilier. Et ce qui est bien, c'est que c'est les professionnels de la société de gestion qui va gérer de A à Z, qui va collecter l'argent auprès des investisseurs, nous, et qui ensuite va acheter les immeubles, va les mettre en location, va les gérer, les entretenir, payer les factures, la taxe foncière. Et tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de recevoir l'argent, en fait. Tous les trimestres, la SCPI nous reverse les loyers.
Et en fait, c'est de l'immobilier, mais vraiment lazy, fainéant. Parce qu'on n'a pas de gestion, quoi, tout simplement déjà. Nous, on ne gère pas, on n'a pas besoin d'acheter l'immeuble nous-mêmes, on n'a pas besoin de faire les travaux nous-mêmes, de payer la taxe foncière. Rien de tout ça, on encaisse. On encaisse les loyers trimestriels et c'est tout. Mais du coup, j'imagine qu'il y a forcément, j'imagine, une contrepartie, quoi. Pour que ce soit, comment dire, vu que le principe de la SCPI, c'est justement de rien gérer, quoi, en gros, juste de mettre l'argent et de recevoir les loyers, contrairement à l'immobilier physique où on doit gérer les locataires, les problèmes, payer toutes les taxes, machin. J'imagine qu'il y a forcément des frais qui doivent justifier cette passivité. Après, au niveau des frais d'achat, c'est pareil, c'est grosso modo quand on achète à titre perso un appartement pour mettre en location ou même à sa résidence principale, on paye des frais de notaire, 7-8% à peu près. Quand on investit en SCPI, c'est à peu près l'équivalent, on a à peu près 7-8% de frais d'achat. Ça dépend des SCPI, sachant qu'il y a environ 200 SCPI sur le marché, mais il faut compter à peu près 7-8%, entre 6 et 10%, ça dépend des SCPI, entre 6 et 10% de frais à l'achat. À l'entrée, tu parles? À l'entrée, ouais, des frais d'entrée. Donc à chaque fois que tu rachètes des parts, tu auras toujours ces frais d'entrée. Il y a toujours des frais, ouais. Et donc en fait, il y a une valeur d'achat et une valeur de retrait. Par exemple, je dis n'importe quoi, un exemple, mais si j'achète des parts à 220 €, en fait, elles valent 200. Si j'achète 220, dans mon Excel, j'ai mis que la part vaut 200 ou 205 €, à peu près 8-10%. Voilà, on achète à un prix qui s'appelle le prix d'achat, mais le prix de retrait, ça veut dire le prix de revente, il est en fait moins élevé. D'accord, et ce delta, il est dû à ces frais d'entrée, en fait, c'est ça? Il est dû à ces frais d'entrée. Mais mon argent travaille sur la somme, sur les 200, si la valeur de la part c'est 205 €, elle travaille, j'ai autant de parts de 205 € que j'ai investi. Si j'ai investi 205 000 €, ça me fait 1000 parts de 205 €, par exemple. Et j'ai mes loyers qui correspondent à mes 1000 parts. C'est très simple en fait. On a X% de la SCPI, donc on a X% des loyers. Et le rendement moyen, pour donner un ordre d'idée, c'était 4,18% en moyenne en 2020. Le rendement, ça veut dire juste le rendement sur le loyer, sur la somme touchée. Si j'investis 100 000, j'avais à peu près 4 180 € dans l'année de rendement sur les loyers. Mais à cela s'ajoute, comme un appartement locatif, s'ajoute la potentielle plus-value. Et si on additionne le rendement sur le loyer plus la plus-value des parts, parce que ma part à 205 €, là elle est passée à 210 ou 215 € peut-être en un an. Voilà, ça évolue. On peut faire des plus-values, des moins-values aussi, c'est possible aussi. Comme l'immobilier locatif, il peut y avoir des moins-values, des plus-values. Mais ces dernières années, c'est plutôt des plus-values. Donc la rentabilité, elle est supérieure à ça en fait. Le rendement c'était 4,18, mais la rentabilité c'était peut-être 5 ou 6% en tenant compte des plus-values ces dernières années. J'avais noté une statistique, c'était 7,5% de plus-value sur 5 ans. En moyenne sur les SCPI, ces 5 dernières années, c'était plus 7,5%. Parce que c'est des immeubles de bureaux ou des immeubles ça dépend. Selon les SCPI, il y a des immeubles de bureaux, des commerces, des trucs des EHPAD, des trucs de santé, des hôpitaux, des entrepôts. Voilà, on choisit d'investir. Ouais. Ok. Alors du coup, j'ai deux questions qui me sont venues là. Première, c'est donc on a dit quand tu achètes une part, il y a la valeur de la part d'achat qui est forcément supérieure à la valeur si tu la revends tout de suite, parce que c'est dû aux frais la valeur de retrait qui est due aux frais d'entrée. Mais entre temps, tu vas toucher des loyers. Moi, ma question, c'est approximatif, hein, j'ai plus ou moins la réponse, mais c'est pour l'expliquer aux auditeurs. Mais vu que tu vas toucher des loyers, en gros, à partir de quand ton opération est transparente? Je sais que normalement, ils disent 8-10 ans, enfin, c'est dit 8-10 ans pour que ce soit intéressant, mais à partir de quand tu perds pas d'argent? Si tu touches 4% de loyer ou 5%, en 2 ans, c'est amorti. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. C'est à peu près satisfaisant. Tu seras juste à zéro, c'est le seuil de rentabilité. Tu seras c'est ça. En fait, tu perds pas d'argent si tu les gardes 2 ans, mais au bout de 2 ans, tu commences à gagner de l'argent. C'est ça. Ouais. Comme un appartement que tu loues, tu achètes 100 000, tu payes 8 000 € de frais de notaire, tu peux compter que les 2 premières années de loyer, ça rembourse juste les frais de notaire, quoi, en fait. Et c'est le seuil de rentabilité, c'est à partir de 2 ans, mais si tu revends en 2 ans, t'es pas vraiment gagnant. En fait, t'as gagné 0 en 2 ans, c'est nul, quoi. Donc, il faut mieux investir là-dedans, comme l'immobilier. Il faut compter au moins 8-10 ans pour commencer à être bien. Plus tu restes longtemps et plus c'est rentable, en fait. Mais 2 ans, c'est le seuil de rentabilité minimum pour pas y laisser des plumes. Ouais, c'est pour pas perdre d'argent, quoi. Ouais, parce qu'après, c'est pour pas perdre d'argent. Et là, par contre, l'avantage, c'est que je disais 4,18 en moyenne. Après, tu as des SCPI à 4%, d'autres à 5-6% de rendement. Mais que l'avantage, c'est que ces loyers
ils sont déjà nets de frais de gestion. Tu ne dois pas après payer des frais d'assurance, la taxe foncière, les frais pour l'agence immobilière qui prend peut-être 7%, la CFE. Il y a plein de taxes en fait quand tu investis en direct. Là, elles sont payées les taxes, mais elles sont payées par la société de gestion qui reçoit les factures, qui règle tout. Donc déjà pour toi c'est une charge mentale en moins, t'as pas à t'occuper de cette paperasse. Et puis les loyers qui te sont versés, ils sont nets de frais de gestion. Donc c'est vraiment du 4,18%, mais net de frais. Pas net de fiscalité, mais c'est net. C'est pas net, mais c'est net. Tandis que ton appartement, si tu le loues, tu as peut-être 4 000 euros de rendement de loyer sur un appartement à 80 ou 100 000 euros. En fait, après, il faut encore payer les frais, la CFE, la comptabilité peut-être, les assemblées générales, les trucs, les travaux, l'entretien, pareil, c'est pris en compte déjà en SCPI. Les imprévus. Les imprévus, le locataire qui paye pas, etc. Là, vu qu'en SCPI, tu as des dizaines, voire des centaines d'immeubles, si tu as quelques locataires dans le lot qui ne payent pas ou qui sont tu le verras pas quoi. Tu le sens même pas en fait. Tu le sens à peine. Tu reçois peut-être 4,20% le 4,25% de rendement, c'est tout. Ça va pas t'empêcher de partir en vacances ou tu vas pas stresser en disant mince, faut que je change mon locataire, il est parti. Tu t'en fous, tu le sais même pas. Ouais, t'es même pas au courant, ouais. T'as pas cette charge mentale que tu as sur l'immobilier physique, quoi. Ouais, oui, t'es tranquille. Après, tu reçois un rapport trimestriel quand même, qui te dit, on a X immeubles. Sur les X immeubles, on a un taux de vacances locatives de 5%. Par exemple, c'est loué à 95%. Tu connais la grosse maille. Tu sais que c'est loué à 95 ou 96%. Voilà. Mais c'est des statistiques. Tu t'as pas les noms derrière. T'as les adresses, t'as les immeubles. Si tu veux, t'as les photos, les adresses des immeubles. Mais derrière, tu sais pas si c'est monsieur ou madame Michu qui loue ou truc, et s'ils sont pas là, ça fait partie c'est des gros chiffres, quoi. Après, tu peux savoir si c'est une grosse entreprise qui loue. Parfois c'est Decathlon, ou ça peut être une grosse boîte qui loue les immeubles. Mais ouais, tu sais dans les grandes lignes, quoi. Mais tu stresses pas parce que le locataire n'a pas payé un mois ou truc, parce que tu as des centaines de locataires. Ok, alors je reviens sur la deuxième question que j'avais en tête quand sur ta première intervention. Tu parlais des plus-values potentielles, en plus du rendement, donc entre 4 et 5% sur le rendement des loyers. Tu parlais du rendement qui n'était pas compté, mais qui est sur la revalorisation des parts par rapport à la plus-value. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, alors bon, certes ça change beaucoup, mais dans le contexte dans lequel on est, aujourd'hui on est janvier 2022 au moment où on enregistre cet épisode, le Covid, machin, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque, tu vois, avec le fait que les grandes villes sont un peu désertées, que le télétravail, est-ce qu'il n'y a pas un risque, tu vois? Moi, je l'ai pas perçu parce que je l'ai pas senti. J'ai investi en 100 000 euros en 2019, c'était, je crois, ouais, fin 2019, 100 000 euros sur 3 SCPI avec un emprunt de 100 000 euros et quelques. Voilà. Et donc j'ai 3 SCPI et les 3 en 2019, 20, 21, elles m'ont servi des rendements normaux où il y en a une qui a un peu baissé, mais je l'ai à peine senti. C'était vraiment très très faible. Alors ce qui a baissé, c'est quoi? C'est la part ou le rendement? Non, le prix, okay. Les prix départ des 3 SCPI. Tu vois, tu fais bien de me corriger, j'étais pas clair. Ouais, le prix départ des 3 SCPI s'était revalorisé. Ces 3 dernières années, j'ai eu que des hausses d'1 ou 2% par an sur mes 3 SCPI. Donc là, le prix départ a augmenté. Et apparemment, il y en a sous le pied parce que tous les mois, c'est évalué par un expert qui vient évaluer les immeubles. Et il y en a encore sous le pied. Il y a un écart entre la vraie valeur de revalorisation, c'est un troisième terme, et la valeur de retrait. Et quand il y a un écart supérieur à 10%, ils doivent revaloriser. Et je sais que j'ai des écarts de revalo qui sont actuellement à plus 7, plus 8% sur certaines SCPI par rapport à la valeur de retrait. Donc logiquement, il y en a encore sous le pied pour être augmenté. Donc ouais, au niveau revalo, non, j'ai été augmenté la valeur des parts. Donc mon patrimoine a augmenté sur 100 000 euros. Maintenant, je suis peut-être à 105 000 euros. Voilà. Et les loyers őmes, donc là c'est le rendement, il n'a pas baissé, c'est à peu près ou très peu sur une SCPI, j'ai reçu un peu moins de loyer, mais je l'ai à peine senti. Donc au global, non, sur ces 2-3 ans, je suis gagnant parce que la plus-value a augmenté et mes loyers ils sont à peu près stables, donc non, j'ai pas senti le Covid et j'espère que je vais pas le sentir plus tard, mais pour l'instant non, quand je regarde les prospectus trimestriels, c'est toujours bien loué. Donc non, il y a pas eu d'effet sur mes SCPI et globalement non. Quand je regarde les statistiques globales des SCPI, on est toujours sur un rendement d'à peu près 4,20. Et ça va même augmenter apparemment en 2021. On attend les chiffres au premier trimestre. On saura les chiffres un peu plus tard. Mais apparemment les sons de cloche que l'on a, c'est qu'on va passer de 4,18 à 4,30 de rendement moyen des SCPI en 2021. Donc non, pour l'instant c'est pas perceptible du moins.
Ok, bah tu vois comme quoi c'était un peu une idée reçue que j'avais, tu vois. Ouais. Moi c'était un des trucs qui me freinait pour l'investissement dans les SCPI en me disant que voilà, avec le Covid et le télétravail, ça allait baisser, mais bon, tu es en train de me confirmer que pas forcément, tu vois. Non, pas forcément. Peut-être que certaines SCPI, il y en a 200, donc je les connais pas toutes. Peut-être que certaines spécialisées sur les bureaux ont baissé, mais globalement, non, le marché sur les 200, il y a une petite augmentation du rendement et les prix des parts, donc la rentabilité a augmenté. Maintenant, il y a peut-être eu quelques cas isolés de baisse et là, je ne les connais pas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut diversifier. Hein. Faut prendre plusieurs SCPI sur plusieurs marchés Bah différents. ouais, ça faisait partie d'une de mes questions qui allait suivre. Du coup, j'y viens. C'est ouais. Enfin, si on a, j'en sais rien moi. On parlera après si on l'intérêt de payer à comptant ou à crédit, mais quelle que soit la façon dont on fait, toi tu conseilles quand même de pas mettre tapis sur une SCPI quoi. En gros, si on a 10 000 euros, c'est toujours mieux d'en prendre 2 ou 3 quoi. Voilà, globalement, il faut toujours diversifier. Quand on investit en actions, on diversifie sur plein d'actions ou sur un tracker world. Un tracker world, ça réplique 1600 grosses actions. Ouais, donc t'es diversifié en une. Mondiales. Voilà. Avec un seul ordre, on est diversifié. Quand on investit en actions, donc je l'ai dit, quand on investit en immobilier, soit on achète des appartements, mais si on n'a que 100 000 euros, on va acheter juste un appartement. On n'est pas du tout diversifié, c'est hyper risqué selon moi. Hein. Les gens qui achètent juste un appart, c'est hyper risqué. Tu reposes totalement sur le bon vouloir d'un seul locataire. C'est hyper tendu. J'étais pas serein, j'étais déjà propriétaire immobilier d'un appart et franchement, j'étais pas super serein. J'avais toujours peur que le mec s'il se barre ou s'il dégrade mon appartement. Ça peut vite être un cauchemar. Tandis que pour diversifier en immobilier, c'est simple. Tu achètes 2-3 SCPI ou idéalement 3-4 et c'est possible avec 5 000 euros par SCPI. Donc juste avec 15 000 euros, tu peux acheter 3 SCPI alors qu'à 15 000 euros dans l'immobilier en dur, tu fais rien quoi. Et donc là, tu mets 15 000 sur 3 SCPI, bah, tu es serein, tu as 3 sociétés de gestion différentes. Donc il faut diversifier les sociétés de gestion parce qu'il y en a 40 à peu près sur 200 SCPI. Tu diversifies les sociétés de gestion, tu diversifies le parc. Par exemple, je peux avoir une SCPI qui est diversifiée en France sur les commerces et les bureaux, une autre SCPI qui est diversifiée dans le résidentiel avec des appartements, des immeubles d'habitation en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, et une autre SCPI par exemple sur la santé, l'éducation et les entrepôts. Ben ça fait 3 SCPI différentes, 3 sociétés de gestion différentes et 3 marchés différents. Et même géographiquement, tu es diversifié dans différentes parties de l'Europe. Donc ouais, t'es à la fois diversifié géographiquement et sectoriellement quoi. Donc ça c'est ça ouais. C'est vraiment bien. Et avec une seule SCPI, donc avec 3 a fortiori, c'est encore mieux quoi. C'est génial. Pour moi, c'est le tracker de l'immobilier quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'adage de la diversification, elle s'applique tout autant aux SCPI, quoi. C'est pas parce qu'il y a on prend une SCPI qui fait un peu tout, il faut quand même, malgré tout, prendre plusieurs SCPI. Ouais, je préfère quand même parce qu'une SCPI, même, j'en ai une immorante qui pèse 3 milliards d'euros. Et 3 milliards, c'est énorme, ça fait des centaines d'immeubles. C'est un mastodonte. Mais les SCPI, ça n'existe pas depuis hier. Hein. En fait, on en parle beaucoup depuis 2-3 ans. Mais en fait, ça existe depuis les années 70. Mais comme d'habitude, les initiés connaissent, ouais, ça fait 50 ans. Ça passe vite, ça fait 50 ans maintenant que ça existe. Et les initiés connaissent depuis des décennies, les initiés. Mais comme d'habitude, c'est le grand public commence à connaître seulement des décennies après. Ils connaissent ça depuis 2-3 ans, quoi, seulement. Et en fait, ça existe depuis toujours. Mais je sais plus quelle était la question, pourquoi j'ai dérivé là-dessus, mais c'est non, mais on parlait de diversification. Enfin, voilà. La question, ouais, c'était de savoir si tu recommandais de mettre tout sur une, ouais, sur plusieurs. C'est pour ça qu'Immorant, c'est un parc énorme qui pèse 3 milliards parce qu'il existe depuis très longtemps, Immorant, ce parc. Et j'ai investi dessus parce que ça existe depuis des décennies, mais je me suis dit, bon, ça c'est mon fonds de portefeuille, c'est la SCPI vraiment qui a résisté aux crises, même au crack de 1990, quand Paris avait baissé de 40%, et ça beaucoup de gens l'ignorent, mais les prix immobiliers à Paris ont baissé 40% entre 90 et 98, incroyable, même en région PACA. Moi, 40%, ça ce sont les chiffres notaires, les appartements de monsieur tout le monde, hein, moins 40%, énorme. Immorant, pendant ce temps-là, arrivait encore à augmenter le prix de sa part et les loyers, ils étaient. Donc je me suis dit, celle-là, faut que je la prenne, cette SCPI, parce qu'elle a super bien résisté aux crises. Mais malgré tout, je j'ai pas investi 100% dessus parce que je me dis peut-être que l'équipe de gestion va changer. Ouais, va changer, tout ça, ouais. Il peut toujours avoir des changements, donc j'en sais rien. Je vais prendre 2 autres SCPI, 2 autres sociétés de gestion et voilà, je préfère être serein et diversifier sur d'autres gestionnaires et d'autres marchés parce que Immorant, je crois que c'était vachement focus sur la France, je crois, et j'ai préféré aussi
prendre des SCPI qui sont un peu diversifiés, plus à l'étranger. Voilà. Donc dans tous les cas, ouais, c'est tellement simple de diversifier avec les SCPI que autant en prendre 3-4 et voilà, on est plus serein, quoi. Tandis que d'acheter des appartements, c'est d'acheter 3-4 appartements, là faut être motivé, il faut faire la chasse aux appartements, ça prend un temps fou. Au moins 20 heures par appartement pour trouver des bons appartes, tandis que les SCPI, et encore faire les visites, après faire les travaux, le notaire, la banque, enfin voilà. c'est un peu plus chronophage, quoi. Par 4, quoi. C'est énorme, au moins. En soi, le SCPI, tu dois étudier quand même ce que tu dois faire, et d'ailleurs, ça va être la question qui suit, justement. La question que je me pose, c'est quoi, selon toi, les critères à regarder pour bien choisir sa SCPI? Donc, on a bien compris qu'il faut en choisir plusieurs, mais voilà, quels critères tu regardes sur lesquels il faut être vigilant? Alors moi j'ai regardé déjà la société de gestion, si elle n'est pas toute nouvelle. Donc j'ai pris Immorante parce que c'est Sophie, je crois, qui est la société de gestion et qui existe depuis des décennies. Et si tu veux, j'ai regardé le track record. Comme en bourse, si tu investis sur un fonds d'investissement, tu vas regarder, ok, qu'est-ce qu'elle a fait la société de gestion ces dernières décennies ou ces dernières années. Ouais, l'historique. Là, moi j'ai pris un poids lourd. Tu regardes l'historique. Là, c'est ce que j'ai fait avec mes sociétés de gestion. J'en ai juste pris une autre. C'est la SCPI s'appelle Primo Family, c'est dans le résidentiel. C'est une nouvelle SCPI qui a été créée il y a 3-4 ans. J'étais un des premiers à investir dessus, mais j'ai vu que la société de gestion existe depuis 10 ou 20 ans et voilà, enfin j'étais assez serein. Ils sont pas nouveaux dans le métier, ils ont d'autres SCPI qu'ils gèrent très bien et donc j'étais serein. Donc déjà la société de gestion, est-ce qu'elle existe depuis longtemps? On regarde les SCPI qu'elle gère, si elles sont bien tenues, si c'est bien loué, quel est le rendement des SCPI, l'évolution des prix des parts, ça donne une bonne idée du sérieux de la société de gestion. Et après on regarde la SCPI, est-ce que c'est même la première chose à faire. Est-ce que pour diversifier, je veux du résidentiel, des bureaux, des commerces? Donc déjà, c'est un filtre. Je filtre un peu les SCPI selon mon investissement que je veux. Si je veux plus du résidentiel ou des entrepôts, c'est pas les mêmes SCPI. Répartition géographique aussi. Tu vas regarder, est-ce que je suis 100% France ou est-ce que je veux diversifier à l'étranger? Il y a beaucoup de SCPI qui investissent en Allemagne, aux Pays-Bas. J'en ai aussi en Espagne. Et voilà, je voulais une diversification européenne. Et donc là, c'est les principaux points en fait. La société de gestion, la répartition par secteur et répartition géographique. Et après, tu regardes la capitalisation. Comme je l'ai dit, moi, Immorante, c'est 3 milliards d'euros. Voilà, c'est un gros poids lourd. Ouais. Est-ce qu'il y a un minimum sur lequel il faut être un peu vigilant par exemple, je sais pas moi, comme 10 millions d'euros, c'est un peu light. Ouais, c'est bof quoi. Ouais, ça peut être très bien, mais bon. J'en ai une, Primo Family, je suis rentré dessus et c'est un peu plus risqué. Ouais, il y a quasiment pas d'immeubles. Pour 10 millions d'euros, il y a peut-être une dizaine d'immeubles et c'est tout. Donc t'es moins diversifié. Après, ça va se faire sourire ceux qui ont 100 000 ou 200 000 euros d'immobilier et qui stressent pas. Mais 10 millions d'euros pour une SCPI, c'est une petite SCPI, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'associés qui ont investi et elle vient de naître, quoi. Mais moi, je l'ai fait, mon SCPI Primo Family, il y avait 50 millions d'euros, je crois, quand j'ai investi dessus. Mais j'étais rassuré parce que c'est une grosse société de gestion qui a fait ses preuves derrière. Donc je l'ai fait. Mais ça peut être un indicateur. Ouais. Est-ce qu'on veut un poids lourd qui existe depuis longtemps avec des centaines de millions d'euros gérés ou une société qui est restante, qui est peut-être excellente, mais il y a moins d'historique. Donc c'est peut-être un peu plus risqué de ce point de vue-là. Et après, tu regardes l'évolution de la part, de la valeur de la part. Comme je disais, ces dernières années, mes SCPI, elles ont pris 2-3% ou 4-5% sur ces 3 dernières années. Voilà, c'est un indicateur. Est-ce que ces dernières années, le prix de la part de la SCPI a augmenté? Ouais, c'est parce que si du coup elle a tendance à baisser ou à stagner, c'est pas forcément bon signe. C'est-à-dire que ton patrimoine il baisse. C'est pas bon signe. Ton patrimoine baisse, c'est pas bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après il y a pas aussi une question que tu sais le passé ne présage pas du futur. Donc est-ce que celles qui ont baissé auront plus tendance à remonter ou plutôt celles qui remontent sur la SCPI pas forcément si ça a baissé, c'est que c'est pas forcément ultra bien géré. Ouais, c'est qu'il y a un souci parce que tous les marchés ont augmenté quasiment ces dernières années. Tous les marchés immobiliers, c'est comme les actions. Tous les marchés actions ont augmenté. Si les émergents baissent depuis des années, on dit les émergents ça baisse, ça va remonter. Mais non, depuis des années on a tort. Depuis des années, le CAC, enfin le Nasdaq continue d'augmenter comme un fou et les émergents, la Chine, etc. continuent de se péter la gueule et donc je crois pas trop. C'est un peu catholique ça, mais les premiers seront les derniers seront les premiers. En finance, ça marche pas trop ça en fait. Ça marche pas trop, non. Les winners continuent d'être les winners. LVMH, j'ai l'action, ça continue d'augmenter de fou tous les ans. Et les bouses, page jaune,
ça continue de se péter la gueule. On dit c'est 1 euro. 1 euro, ça va pas tomber plus bas. L'année suivante, c'est à 90 centimes, après 80 centimes, 30 centimes, et ça peut tomber à 1 centime, quoi, ou même à 0. Ça peut toujours tomber plus bas. Et donc non, les derniers seront les premiers seront les derniers. Non, en finance perso, non, je compte pas dessus. Je préfère investir sur les winners qui montent depuis des années. Et ceux qui baissent depuis, comme les premiers de la classe. Enfin, désolé, mais quand je regarde mes copains de primaire au collège qui étaient derniers de la classe, à part pas misé sur eux, super bien tourné, j'aurais pas misé un copec sur eux. Et les derniers de la classe, si je les revois 20 ans après, c'est triste à dire, et je leur jette pas la pierre. Et je veux pas être médisant, mais ils sont toujours dans le même village, en train de galérer. Et il y en a un ou deux qui s'en sont bien sortis, c'est super, mais c'est un peu l'anomalie statistique. Donc non, je préfère miser sur les winners, sur les premiers de la classe. Très généralement, ça finit mieux. Ça paye mieux. Ceux qui étaient derniers de la classe. Après, il y a toujours des exceptions statistiques, et c'est tant mieux. Mais je préfère pas miser sur l'exception statistique. Donc l'évolution des loyers et des valeurs de part. Ok. Donc du coup, si je reviens sur les critères, donc à regarder, t'as dit la capitalisation, la société de gestion, donc l'historique de la société de gestion, donc le rendement forcément, le secteur géographique et le secteur, on va dire commerce, bureau, tout ça. Moi, il y a un autre critère aussi que je regarde, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est le taux d'occupation. Est-ce que pour toi c'est quand même essentiel ou c'est important, vaut mieux que ça soit loué à plus de 90% quand même. Ouais, voilà ce que j'allais dire, 90% c'est quand même important, voilà, que ce soit, ça prouve quand même qu'ils gèrent quand même plutôt bien leurs vacances locatives. Voilà. Parce que c'est normal qu'il y ait du turnover, c'est normal qu'il y a des gens qui partent, qui reviennent, c'est normal, donc tu auras jamais 100%. Mais si tu as 95%, c'est très bien, parce que le turnover de 5%, c'est normal, et à partir de 90, ça va. Pour moi, la bonne fourchette, c'est 90, 95. Ouais. Parce qu'après, j'imagine que c'est lié au rendement, quoi. Plus c'est occupé, plus ils peuvent te servir aussi du rendement, quoi. Ouais. Ouais. Si c'est occupé qu'à 50%, là, t'as pas beaucoup de oui. Mais j'ai jamais vu de SCPI à 50%, là, ça serait très grave. Mais je pense que peut-être pas la route. 80, 85. Mais généralement, c'est entre 90 et 95, et ça, c'est bon, c'est ok. 90, 95, c'est bien. Après, il y a moi j'ai vu le report à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, pourquoi c'est important? En fait, les sociétés de gestion sont pas obligées de reverser 100% des loyers aux investisseurs. Elles peuvent garder un stock qu'elles vont garder en réserve, et ça forme un report à nouveau qui sera distribué plus tard. Donc si tu investis sur une SCPI qui a un gros report à nouveau, tu peux te dire c'est une SCPI qui en a sous le pied et qui va me distribuer peut-être plus de rendement ou plus de loyer plus tard. C'est comme les fonds euros. Tu as des fonds euros qui ont des grosses réserves, les assureurs se sont fait des grosses réserves de 4 ou 5%, alors qu'ils ne versent que 1 ou 2% de rendement par an. Tu peux te dire, ok, le fonds euro, il a une bonne réserve, ça s'appelle la PPB, la participation aux bénéfices. Provision pour participation aux bénéfices, c'est le stock, la réserve que les assureurs ont mis de côté pour te reverser plus tard. Là, c'est un peu pareil, le report à nouveau, c'est les sociétés de gestion qui ont mis de côté un stock de loyers qui te reverseront plus tard. Ça lisse les rendements. Si avec le Covid, par exemple, il y a des commerçants qui ne versaient plus le loyer, eh bien, les sociétés de gestion ont puisé dans le report à nouveau pour maintenir le rendement. Voilà, ça a permis de lisser le rendement. Donc, c'est bien d'avoir un bon report à nouveau. Donc, ça peut être vu un peu comme un fonds de roulement ou de la trésorerie, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un fonds de roulement. Ouais. C'est bien d'avoir un peu de trésor. D'autres sociétés de gestion font le choix, au contraire, de pas avoir de report à nouveau et de reverser tous les ans le maximum. Ça peut être un choix, ça peut m'intéresser aussi. Ça me plaît pas de recevoir les loyers tous les ans à 100% et que la société se fasse pas un stock de guerre. Ça dépend si tu veux être serein, avoir un stock de guerre pour lisser le rendement futur, ou si tu préfères distribuer à 100% à chaque fois. Ouais. Et on parlait de rendement, attention à cet indicateur rendement, parce que le rendement, c'est quoi? C'est une équation, c'est le loyer perçu divisé par la valeur de la part. Et donc, si ta valeur de part augmente, et c'est le cas depuis des années, les prix des parts augmentent, c'est bien, mais ça veut aussi dire que le rendement diminue. Parce que si ton loyer est constant, mais que le prix des parts augmente, mécaniquement, ton loyer, tu vas passer de 4,20 à 4,10 ou 4%. Donc, c'est biaisé. Attention au rendement. Est-ce que le rendement baisse à cause de l'augmentation de la part, ou est-ce qu'il baisse à cause de l'augmentation de la part? Et c'est pour ça qu'il faut regarder pas uniquement le rendement, il faut surtout voir l'évolution de la valeur de la part et de la valeur du loyer versé.
pour voir est-ce que c'est le numérateur qui baisse ou augmente ou est-ce que c'est le dénominateur. Ouais, c'est très très subtil. Il faut pas regarder juste le rendement brut. Il faut regarder vraiment les deux ratios, le dénominateur, le numérateur. Parce que souvent on a des rendements qui sont stables, on se dit bah c'est nul, c'est stable. Ben non, mais c'est parce que les loyers ont un peu augmenté et les prix départ ont vachement augmenté. Donc ça fait des rendements qui baissent. C'est comme les prix à Paris. Les rendements à Paris baissent. Pourquoi ? Parce que la valeur d'achat augmente à fond. Voilà. Le loyer, il a à peine augmenté. Le loyer, il est passé de 1000 à 1100 euros. Donc avant, tu faisais 1000 euros divisé par le prix 300 000. Tu avais le rendement. Là, tu fais 1100 divisé par 400 000. Bah, le rendement, il est en chute libre. Mais c'est parce que l'appartement, il est passé de 300 000 à 400 000 euros. Alors que les loyers ne sont passés que de 100 000 à 110 000. De 1000 à 1100. Donc attention, il faut toujours regarder les deux. Moi, je préfère un rendement qui est stable, mais parce que le prix le loyer a augmenté et les prix départ ont augmenté. Ok. Écoute, c'est bien noté. C'est une belle remarque. Il faudra bien y penser. Ok pour les critères. Maintenant, je te propose en fait, j'ai deux gros sujets que j'aimerais qu'on discute. Ça va être sur quel support investir, assurance vie ou en direct. Et le deuxième gros sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est investissement à crédit ou comptant. Alors, en fait, c'est lié. Les deux sont liés. D'accord, parfait. Alors. Les deux sont vraiment liés parce que à crédit, ça sera en assurance vie, tu peux pas investir à crédit avec un crédit immobilier. Si tu prends un crédit immobilier, il faut que ça soit hors assurance vie. D'accord. Et du coup, si tu as l'intention d'investir à crédit, parce que tu as beaucoup de capacité d'endettement, vaut mieux investir hors assurance vie. Donc en direct. Parce que tu fais l'effet en direct, hors assurance vie. Par contre, si t'as déjà, si t'es au taquet, ta capacité d'endettement, parce que tu as acheté beaucoup d'immobilier ou parce que tu vas acheter ta résidence principale, là, mieux vaut à comptant sur une assurance vie. Ou soit tu achètes cash en assurance vie. Ou après en assurance vie, tu peux aussi faire un crédit conso, mais ça serait pas un crédit immobilier, ça serait un crédit conso sur 2-3 ans ou 4 ans maximum. Et ça passe auprès des banques? Ils sont OK avec ça, les banques? Ou tu leur dis pas? T'es pas obligé de le dire. Crédit conso, des fois t'as même pas à justifier. Parfois c'est sans justificatif. Mais tu as même des avances sur titre. Tu peux avoir une assurance vie avec 100 000 euros. Tu fais une avance sur titre, c'est-à-dire tu retires, l'assureur te prête 50 000 euros. En gardant tes 100 000 euros placés en assurance vie, tu as 50% d'avance sur titre. Après, tu les places comme tu veux, des 50 000 euros. Tu peux acheter des CPI avec. C'est-à-dire ton assurance vie, elle peut te filer... Ouais, ça s'appelle l'avance sur titre. Si tu tapes dans Google assurance sur titre, je crois qu'à Avenue des investisseurs, on est premier dessus sur la requête. On explique. Ouais. C'est notamment Boursorama Vie. Ouais, l'assurance sur titre, c'est une super façon de s'endetter. Si j'ai n'importe quoi, c'est un exemple, 50 000 euros sur une assurance vie, Boursorama Vie, et tu demandes à Boursorama de te prêter 25 000. Et Boursorama te prête 25 000 et ton argent reste investi sur l'assurance vie. Donc, tu as toujours l'assurance vie qui travaille, les 50 000 euros restent en train de travailler, et toi, tu as 25 000 euros plus pour placer ou investir. Par contre, les 25 000, ils doivent 000 au lieu de 50 000. Mais c'est-à-dire que ces 25 000 qui te prêtent, ils doivent rester sur l'assurance vie, par contre. Ou tu peux les utiliser où tu veux. Sortir. C'est ça, faut pas retirer. Tu peux retirer une partie de l'assurance vie des 50 000, mais pas tout. Parce que c'est nanti. La somme est nantie, c'est-à-dire, faut la laisser dessus. Qu'elle est bloquée, c'est ça. Parce qu'après, faut rembourser. Après, faut rembourser, l'argent. Ouais, c'est 25 000, il faut le rembourser quand même. Okay. Ouais. Et c'est remboursé, je crois, il y a une échéance, je sais plus, je crois que c'est 4 ans ou à checker dans mon article. Précisément, je ne sais plus dire, mais en tout cas, c'est pas 20 ans. C'est pas 20 ans. Cette avance sur titre, tu peux la placer où tu veux, ou tu as des exigences, que ce soit unité de compte, fonds euros, tout ça, ou tu peux, tu peux faire ce que tu veux. Je crois qu'il faut lire les petites lignes, hein, mais moi, en fait, entre nous, ils vont pas trop contrôler. Tant que tu es en mesure de rembourser, en fait, il faut juste être en mesure de rembourser. Hein. Comme on dit, un crédit vous oblige à rembourser. Voilà, mais c'est pas un crédit affecté. Non, c'est pas un crédit affecté. Quand tu prends un crédit immobilier, tu as une offre de prêt, c'est un crédit affecté à l'achat de tel appartement qui est situé à telle adresse. Mais une avance sur titre, je crois que c'est pas un crédit affecté précisément. T'as pas un papier du notaire qui t'oblige à l'affecter à tel ou tel investissement. D'accord. Mais écoute, j'apprends un truc en direct là. L'avance sur titre, j'avais jamais entendu parler. Tous les jours. Ouais. Puis j'ai l'assurance vie chez Boursorama d'ailleurs, donc je vais aller creuser le sujet. C'est un super cheat code. L'assurance vie Bourso pour les avances sur titre, c'est un super cheat code parce que je crois que c'est que 0,5 ou 0,75% le taux
d'emprunt. Donc c'est top. 0,75, tu peux retirer, avoir le prêt et le placer largement au-dessus de 0,75. Typiquement. Bah ouais, déjà en fonds euros, t'es déjà au double, quoi. Même au fonds euros, t'es encore mieux, ouais. Le problème, c'est que Boursorama Vie, ils font pas des CPI, je crois. Donc, non, puis en plus, ce serait pas terrible s'ils faisaient dessus, il y a trop de frais de gestion. Sur l'assurance vie, c'est 0,75% de frais de gestion sur Boursorama Vie, alors qu'à côté, t'as 0,50 sur d'autres assurances vie. Ouais, je sais. C'est pour ça que je vais en ouvrir une autre, d'ailleurs. Ouais, c'est mieux d'aller ailleurs. Donc ouais, pour revenir à la question. Ouais, ce que j'allais dire, on va revenir au sujet. Donc on était content au crédit, assurance vie ou direct. Alors je vais résumer ce que tu as dit. Je vais résumer ce que tu as dit. Je vais dire si je dis des bêtises. En gros, si on a du cash, c'est mieux sur une assurance vie. Si on peut s'endetter, et qu'on veut s'endetter bien sûr sur la SCPI, c'est mieux de le faire en direct. C'est ça, parce que ça serait du gâchis de griller ton cash en direct. Ouais, pour quelle raison du coup ce serait du gâchis par rapport à quoi? Fiscalement, moins intéressant l'assurance vie. Et ouais, parce que si tu veux payer cash, vaut mieux bénéficier de l'assurance vie parce que tu as la fiscalité de l'assurance vie. Alors qu'en direct, tu as la fiscalité des revenus fonciers. Et les revenus fonciers sont vachement taxés en France. Et ouais, tu te fais. C'est quoi? C'est le micro foncier, c'est ça? C'est à l'abattement de 30% ou au réel, c'est ça? Non, micro foncier, tu ne peux pas, sauf si t'es propriétaire à côté, tu peux opter pour le micro foncier. Mais le micro foncier, c'est 15 000 euros de revenus locatifs maximum. Et si tu es propriétaire à côté de plusieurs appartements, tu as déjà explosé les 15 000. Mais micro foncier, en fait, c'est avoir les 30% d'abattement forfaitaire. Donc, si tu as 100, je dis n'importe quoi, si tu as 100 euros de revenus fonciers, ben en fait, tu déclares 70 euros de revenus fonciers. Tu es imposable sur 70 euros de revenus fonciers et donc tu as des impôts sur 70. Mais et l'impôt que tu payes, c'est quoi? C'est la flat tax ou c'est la tranche marginale? Non, c'est la tranche marginale d'imposition. Donc si tu es imposé à 30%, bah tu prends 30% d'impôt sur 100 euros de loyer, tu as 30%, 30 euros qui s'envolent, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ouais, c'est pas la flat tax quoi. Donc c'est la TMI plus prélèvement. Donc on est à la moitié quoi. On a 50%, 50% de. Et ouais, contrairement à 17,2 sur l'assurance vie. Donc l'assurance vie, c'est génial. Quand tu es en tranche marginale 30, 41 ou 45, pour les professions, pour les gens les plus aisés, l'assurance vie, c'est génial. C'est 30% tout compris. Et c'est pas tous les ans. C'est juste quand tu sors. Donc tu peux avoir tes revenus locatifs de SCPI tous les ans sans payer d'impôts. Et quand tu sortiras, bah, tu peux sortir après les 8 ans du contrat et sans impôt aussi, sans impôt sur le revenu, parce que après les 8 ans du contrat, t'as pas d'impôt sur le revenu si tu as moins de 4 600 euros de plus-value par an ou 9 200 euros en couple. Donc, pour ceux qui sont très imposés, 30, 41, 45 de TMI, tu mets en assurance vie, t'as pas d'impôt et tu peux retirer après les 8 ans sans impôt. Juste les prélèvements sociaux. Après les 8 ans, si tu sors après les 8 ans sur la plus-value, t'as que les prélèvements sociaux à payer. Tandis que en direct, ça peut être intéressant si tu es en tranche 0%. Donc il y a quasiment 48% des Français qui payent pas l'impôt sur le revenu en France. Donc, mais peut-être que ceux-là n'ont pas d'argent à placer aussi. Hein. C'est pas les plus aisés qui payent pas d'impôt sur le revenu. Donc ils sont peut-être pas concernés. Mais si tu es en tranche 0% ou 11%, bah là oui c'est intéressant en direct et d'autant plus. Ouais, en direct à cash, ouais. Parce que 11% de TMI plus 17,2, ça fait à peu près, ça fait en dessous de 30%. Donc 28,2. Donc c'est bon, c'est intéressant. Mais c'est encore moins intéressant que l'assurance vie parce que l'assurance vie, si tu te débrouilles bien, bah tu sors zéro impôt sur le revenu après les 8 ans quoi. C'est le cheat code, c'est génial. Ouais. Alors après moi j'aime bien toujours préciser qu'on dit toujours que l'assurance vie ou le PEA il y a zéro impôt, c'est vrai, zéro impôt sur le revenu, mais il faut quand même les prélèvements sociaux de 17,2 et ça il faut quand même les payer ceux-là, tu vois. On peut jamais y échapper. Je trouve qu'on le dit jamais assez parce qu'on a l'impression toujours qu'on payera vraiment rien en taxes, alors que 17,2 c'est pas rien, c'est quand même. Parce qu'on dit on fait vraiment la part des choses entre les impôts. L'IR, l'impôt sur le revenu, c'est les impôts, et les PS, prélèvements sociaux, c'est des prélèvements, c'est social. En fait, on distingue, la FISCA distingue l'impôt et le prélèvement les cotisations sociales, les prélèvements sociaux. Mais ouais, c'est quand même une taxe que tu payes, donc. Ah oui, c'est quand même, ouais, on peut vulgariser en disant que c'est des impôts, quoi. Effectivement, c'est bon à rappeler toujours, on peut jamais échapper aux prélèvements sociaux. Jamais. C'est toujours pris sur la plus-value. Et donc voilà, grosso modo, à crédit, si tu veux faire l'effet levier, donc à crédit, hors assurance vie, et tu peux déduire les intérêts d'emprunt quand même. Si tu as 100 euros. Ouais, mais est-ce que ça suffit vraiment pour pas te faire allumer au niveau des impôts? C'est pas comme tu fais du LMNP, ouais. LMNP, tu peux tomber à zéro, c'est génial. Ouais, c'est pour ça, tu peux pas arriver comme le LMNP, ouais. Mais en SCPI, même en défalquant les intérêts d'emprunt,
Les intérêts sont tellement faibles, t'empruntes à 2% en SCPI à peu près, bah ça pèse pas bien lourd les intérêts et c'est tant mieux dans un sens. Donc du coup, si j'emprunte 100 000, j'ai que 2 000 euros d'intérêt d'emprunt peut-être. Et 2 000 euros, enfin quoique sur 100 000, je touche 5 000 euros de loyer. Tu déduis les 2 000 euros d'intérêt d'emprunt, bon, t'es imposable sur 3 000. C'est quand même pas mal, ouais. C'est quand même pas mal. Ça déduit quand même pas mal. Donc t'es imposable sur 3 000. Après, si t'es en tranche 11%, bah tu te prends 11% d'impôt sur 3 000, ça fait 330 euros. Plus 17,2. Ouais, tu peux calculer comme ça. Ouais. Le calcul vite fait, ça c'est en frais réels, en direct, hors assurance vie. Maintenant, en assurance vie, si tu as 5 000 euros de loyer SCPI, bah tu payes rien. Parce que tu restes dessus, ça se capitalise et tu payes rien. Tu payeras seulement quand tu ressortiras et si tu sors après les 8 ans. Et l'argent sur une assurance vie, l'argent de tes loyers, ils arrivent où? Ils arrivent sur ton fonds euro, ils arrivent sur ça tombe sur le fonds euro. Sur le fonds euro, ok. Et après, toi, tu fais juste un arbitrage pour... Ça dépend des contrats, mais sur mon assurance vie Linxa Spirit 2, ça tombe sur le fonds euro. Et après, je suis libre soit de le retirer de mon fonds euro et récupérer dans la poche compte courant, ou soit je le laisse travailler dans le fonds euro, ou soit j'arbitre. Tu le réinvestis, ouais. Je peux réinvestir si je veux ouais. Et avant, c'était réinvesti automatiquement dans les SCPI. Mais l'assureur s'est dit, bon, maintenant, je vais verser sur le fonds euro et comme ça, je laisse le choix aux gens. Soit ils gardent sur fonds euro, soit ils retirent, soit ils réinvestissent. Ouais, mais le fait de réinvestir toi-même, tu repayes les frais d'entrée, alors que si t'es capitalisé tout seul, tu les payerais pas, quoi. Ouais, effectivement, si tu réinvestis, bah c'est dommage, tu repayes les frais, tu repayes des frais. Et ouais, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça, plutôt, non? Peut-être. Ils sont malins. Mais je pense que la plupart des gens réinvestissent pas et ils laissent en fonds euros ou réinvestissent mais en actions ou ils retirent. En actions, ouais. Ok. Ouais, mais si tu veux, tu peux réinvestir en unité de compte ou en SCPI. Ouais. Ok, bah écoute, super clair. Mais donc en fait, si tu as le choix entre assurance vie ou hors assurance vie, mais tout dépend de ta situation personnelle. Est-ce que tu as du cash à placer? Bah là, tu vas te dire, bon, bah, je vais plutôt faire en assurance vie, et ça sera la fiscalité de l'assurance vie. Ou est-ce que tu veux optimiser? Moi, c'était mon cas, je voulais optimiser ma capacité d'endettement et faire travailler plus d'argent. Mon cash, je le place à fond en action. Je voulais pas le mettre en immobilier. Alors que je pouvais emprunter pour l'immobilier, bah, j'ai emprunté pour mes SCPI et comme ça, je fais travailler plus d'argent. Je fais travailler 100 en action et j'emprunte 100 que je fais travailler en SCPI. Et là, bah, j'ai acheté mes SCPI avec, comme ça, j'exploite ma capacité d'endettement. Et là, donc j'ai mon crédit. Aux frais réels, ça déduit les intérêts d'emprunt. Et là, on peut se poser la question si je veux optimiser pour payer moins d'impôts, c'est possible aussi. On disait le régime, c'est comme ça le régime foncier de base. Mais si tu achètes des SCPI étrangères qui investissent en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc., bah, tu as une fiscalité particulière. Tu payes moins cher. T'es pas à la TMI. En fait, t'es à ta TMI moins taux moyen. Par exemple, moi, je suis en TMI 30%, mais mon taux moyen d'imposition, c'est 15%. Ou on va dire 14% pour simplifier. C'est à 14% mon taux moyen. Et donc, je serai imposé en fait à 16%. TMI moins taux moyen, je serai imposé dessus à 16% au lieu de 30%. La formule est bizarre, je sais pas d'où ça vient. Là, ça devient très intéressant. Donc, si tu es en tranche élevée en direct, du coup, même si tu es fortement fiscalisé, en tranche 30, 41, 45, tu peux le faire en direct, mais dans ce cas-là, vaut mieux le faire sur des SCPI étrangères. Et comme ça, tu es imposé assez faiblement parce qu'en fait, c'est ton taux moyen, c'est ta TMI moins taux moyen. Donc, même ceux qui sont en 41% de TMI, s'ils ont un taux moyen à 20%, en fait, ça fait 41 moins 20, ils sont imposés à 21%. Au lieu de 30%. C'est quand même super. Bah, c'est clair, ouais. Ouais, mais j'en avais déjà entendu parler de cette petite astuce et ça, par contre, c'est pas possible en assurance vie, mais c'est plutôt ce que tu le fais en direct, quoi. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en direct, il y a quand même moyen d'optimiser fiscalement. En prenant des SCPI étrangères ou encore mieux, en prenant en nue propriété. En nue propriété, tu es juste propriétaire des murs et tu touches pas les loyers. Donc, c'est-à-dire que tu es aisé, t'as pas besoin des loyers. T'as pas besoin des loyers c'est temporaire. Tu fais ça 5-10 ans, c'est temporaire, tu définis. Mais du coup, l'avantage, c'est que tu achètes avec une décote. Par exemple, au lieu d'acheter la part de SCPI à 200 euros, tu l'achètes à 140 euros. Tu as moins 30%, par exemple, parce que tu as un démembrement temporaire. Et du coup, tu achètes pour la même somme, pour 20 000 euros, tu achètes beaucoup plus de parts. Et donc, dans 10 ans, par exemple, quand tu retrouves la pleine propriété, et là, c'est jackpot parce que Et ouais, ta part, elle est au prix normal plus la plus-value potentielle.
Voilà, tu as une plus-value et en plus tu fais travailler beaucoup plus de parts parce que tu as peut-être acheté 120 parts au lieu de 80 parts pour la même somme, tu as acheté beaucoup plus de parts, donc tu as plus de loyer. Et ça veut dire aussi que pendant 5 ou 10 ans, la durée du démembrement, tu pas touché de loyer, donc tu pas eu d'impôt. Et tu as évité de payer des gros impôts sur le revenu, sur des loyers dont tu n'avais pas besoin. Et donc typiquement, tu fais ça avant de partir en retraite. Si tu es en TMI 30, 41 ou 45%, 10 ans avant de partir à la retraite ou avant d'être indépendant financièrement, tu fais ça en nue propriété, tu achètes en nue propriété. Et comme ça, quand tu pars indépendant financièrement avec ta TMI, souvent elle baisse à ce moment-là parce que tu as moins de revenus, tu passes à 11 ou à 30, et ben tu touches les loyers à une TMI plus basse, et là c'est jackpot. Et encore mieux, si tu es assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, si tu es juste nu propriétaire, bah t'as pas d'IFI à payer sur les loyers vu que tu touches pas le loyer. Tu peux avoir 1 million d'euros en nue propriété en SCPI, t'as pas d'IFI, d'impôt sur la fortune à payer parce que tu es juste nu propriétaire. Donc c'est le cheat code ça aussi pour acheter en direct en nue propriété quand tu es aisé. Soit tu fais nue propriété, soit tu fais des SCPI étrangères en direct. Et en nue propriété en direct, tu peux le faire à crédit aussi? Ouais, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible. Ouais. Ça dépend des sociétés de gestion, mais c'est négociable. Mais il y a besoin d'avoir des critères, personnels pour faire ça ou enfin? Non, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais il faut juste être en mesure de dépenser, d'avoir un crédit sans les loyers qui tombent. Donc c'est les personnes aisées qui font ça. Ah oui, d'accord, parce que toi ça te rajoute une mensualité quand même importante. C'est comme un crédit, je sais pas moi, un crédit conso de 300 ou 400 balles que tu dois tous les mois faire, mais par contre au bout de 5 ans c'est jackpot quoi, c'est ça? Mais après c'est démultiplié. Après au bout de 5 ans ou 10 ans, ça dépend de la durée, mais après c'est démultiplié parce que tu as acheté plus de parts pour le même prix et après c'est jackpot, tu touches beaucoup plus d'argent. Donc en gros tu as un gros effort d'épargne à faire pendant quelques temps, mais pour avoir un gros revenu passif ou même un gros patrimoine sur la suite. Mais ça se calcule. Tu fais, enfin c'est pas toi, mais c'est le courtier qui va te conseiller selon ta situation, tu fais un Excel et tu vois clairement ta projection sur les 10 années à venir ou 20 ans à venir. C'est simple sur Excel et tu vois clairement quelle est la meilleure solution dans ton cas. Est-ce que j'achète en pleine propriété, en assurance vie ou hors assurance vie, ou est-ce que j'achète en nue propriété hors assurance vie? Et tu fais les simules et tu vois dans ton cas ce qui est le plus intéressant sur la durée de l'investissement. Et après, pour résumer, en assurance vie ou en direct. En assurance vie, tu peux acheter des SCPI à partir de 100 euros ou 500 euros, alors qu'en direct, c'est à partir de plutôt 5000 euros. Sinon, c'est trop petit joueur. En assurance vie, tu as un choix de SCPI qui est limité. Au mieux, c'est 25 ou 30 SCPI. Alors que hors assurance vie, tu as 200 SCPI. Tu as les 200 SCPI, ouais. Ok. Alors, je vais essayer de résumer tous les cheat codes là. En gros, pareil, tu me dis si je me trompe. En gros, c'est les plus intéressant, que ce soit fiscalement ou même par rapport à la situation de chacun, c'est soit, si on veut investir en cash, c'est assurance vie, SCPI sur une assurance vie, bon, évidemment la bonne assurance vie, et on va en parler d'ailleurs après. Si c'est en direct, l'idéal ce serait à crédit et pour optimiser fiscalement, dans l'idéal des SCPI étrangères pour moins se faire imposer. Et si on a une capacité d'épargne qu'on peut se permettre pendant 5 à 10 ans, dont on n'a pas besoin, on peut se faire à crédit en nue propriété, non pas à crédit, en nue propriété. Ouais, en nue propriété, à crédit ou non, mais en nue propriété, ouais. Comme ça, pour la même somme, on investit beaucoup plus. Ça, c'est le cheat code pour les gens qui peuvent se dire pendant 5 ans, je mets 300 ou 400 euros comme un crédit conso, mais 500 euros, sans loyer, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, t'es en fin de carrière, ou même t'as 40 ans et dans 5 ans tu vas arrêter de travailler, tu te dis là j'ai des hauts revenus du travail. Ouais, et je peux me permettre de les mettre comme ça. Je peux me permettre pendant 5 ans. J'ai investi 100 000 euros. Pour la même somme, j'aurais beaucoup plus de parts. J'aurais pas de loyer, mais c'est pas grave, j'ai une bonne capacité d'épargne. Et comme ça, le mec, dans 5 ans, quand il part en retraite ou quand il est rentier, à 45 ans, il touche les loyers et là, il a beaucoup plus de loyers parce qu'il a acheté plus de parts pour la même somme. Et là, c'est jackpot. Et en plus, il a une tranche marginale d'imposition plus basse parce qu'il ne travaille plus. Et là, c'est typiquement le truc qu'on fait quand on est aisé et qu'on part à la retraite ou qu'on est bientôt financièrement indépendant. Et imaginons que cette même personne, au lieu de faire le crédit, elle a 50 000 balles ou 100 000 balles à placer, mais en cash. Ouais. Elle peut faire ça aussi, elle a pas d'effort d'épargne à faire, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, peut acheter cash comme ça, il n'y a pas C'est d'effort juste que d'épargne. Ouais. son argent, il est bloqué pendant 5 ans. T'as tes 100 000 balles, ils sont bloqués pendant 5 ans. Mais par contre, ces 100 000, après, ils en valent 150 ou 200. Enfin, je C'est sais pas ça. Bah exactement, mais après, ouais, elle a plein de parts. c'est à Au lieu d'acheter calculer. pour Mais 100 000 euros, au lieu d'acheter 100 parts de SCPI, elle en achète peut-être 150. Elle a une grosse décote et après, c'est jackpot à la fin du démembrement. C'est un démembrement en fait, hein. La pleine propriété est découpée entre l'usufruit et la nue propriété. Tu as juste la nue propriété et quand tu retrouves la pleine propriété dans 5 ans, bah là, c'est jackpot. T'as bien résumé, ouais, c'est ça. bon, nickel. Bon, du coup, on s'approche déjà de la fin. J'ai encore un paquet. Je voulais Il y aborder a plus de tellement de choses à sujets, mais dire. En assurance vie, juste en 2 secondes, assurance vie, l'avantage aussi, c'est que tu achètes et tu vends en un clic. C'est hyper facile. Alors qu'en direct, il faut faire des dossiers et les quand tu vends, papiers, c'est tout plusieurs ça, ouais. mois. Ça prend plusieurs mois. Le délai de jouissance en assurance vie, tu as les loyers au bout d'un mois en moyenne. Tandis Ok, que en direct, hors assurance vie, il faut souvent attendre 3 ou 6 mois avant que la société de gestion te verse les loyers. d'accord. Après, la différence, c'est la fiscalité, on l'a vu. Voilà, c'est les grandes différences entre l'assurance vie et en direct. Et les frais d'achat. Les frais d'achat sont pas les mêmes. En direct, on a vu, c'est entre 6 et 10% à l'achat. Tandis qu'en assurance vie, généralement, c'est 4, 5, 6, 7%. C'est un peu moins cher en assurance vie. Mais ça, on a mis le tableau comparatif sur notre site Avenue des Investisseurs, si les gens veulent voir. Et ils ont tout Ouais, mais détaillé. je pense que je mettrai le lien dans la description du podcast, enfin un lien qui est sur le gros dossier SCPI que vous avez fait et que j'ai lu avec attention. C'est très très bien fait. Ok, alors pour terminer le podcast, avant de parler de mes questions de fin, j'avais une autre question qui je pense qui va intéresser quand même pas mal les auditeurs, en précisant bien sûr qu'il n'y a pas de il n'y a pas de commission, c'est pas sponsorisé, mais moi j'aimerais quand même que tu me donnes 2-3 noms pour enfin voilà, ça peut faire gagner du temps aux auditeurs. Bah voilà, des noms d'assureurs, enfin alors soit des assurances vie qui sont bien en SCPI ou bah des sites en direct, pas forcément que tu vas recommander, hein, j'ai vraiment juste des noms comme ça que toi tu Que je sais. connais, qui sont fiables et on a des bons retours des lecteurs. Ouais. C'est ça, qui sont à la fois fiables et intéressants au niveau frais, tout ça quoi. Ouais. Alors moi, à titre perso, déjà, j'ai investi en assurance vie. Euh, Avant d'acheter en direct, hein. J'ai acheté en direct en 2019, mais mes premières SCPI, je les ai achetées en assurance vie en 2016, je crois, et c'est sur Linksea Spirit. Maintenant, c'est le contrat Linksea Spirit 2 maintenant, hein. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 0 frais sur versement. Attention, c'est différent des frais d'achat, hein. 0 frais sur versement quand on verse sur l'assurance vie, alors que souvent, quand on prend une assurance vie ailleurs, c'est 2, 3, 4% de frais sur versement. C'est horrible, c'est nonsense. Moi, si je place, je veux avoir un cadeau. Je veux pas qu'on prenne des frais de Ouais, prélèvement. Ça parce n'a que aucun déjà sens. il faut que t'attendes je sais pas combien de temps avant de récupérer ton argent que t'as versé Bah quoi. oui, tu perds 4% d'un coup. Non. Donc, 0 frais sur versement. Après, quand on achète les SCPI, forcément, oui, il y a des frais d'achat. Mais ça, c'est pas l'assureur qui le prend. Ça, c'est le gestionnaire, la société de gestion de la SCPI. Ça, c'est autre chose. Pourquoi aussi Linksea Spirit 2? Parce que j'avais 100%, je reçois 100% des loyers. Alors que plein d'autres assurances vie, l'assureur prend 15% ou 20% des loyers. Donc ça, c'est horrible. Moi, je veux toucher 100% des loyers. Ce qui est, on est d'accord que ça, c'est en marge de ce que garde évidemment la société SCPI. Hein. Oui, oui. C'est ce que l'assureur prend en plus de ce que garde en marge. Ouais. Okay. Donc ouais, d'où l'importance de reverser 100%. Ouais. Pourquoi l'assurance vie se garderait une réserve sur un truc qu'ils exploitent pas quoi? La société de gestion garde déjà une réserve et bon, c'est normal, c'est leur trésorerie et tout ça. Mais ouais, l'assureur, il a pas à garder ce à me fonds de prendre roulement. 15 ou 20% des loyers. Ouais, moi je trouvais ça inconcevable. Donc clairement une assurance vie qui me rend 100% des loyers. Des frais de gestion bas, parce que ça on peut pas y échapper. Tu as quand même les frais de gestion de l'assureur de 0,5% par an. Ouais, mais ça dans tous les cas toutes les assurances vie le proposent et je crois que Linksea Spirit 2 c'est la mieux placée à ce niveau-là. Ailleurs c'est 0,06, 0,75 ou 1% par an. Donc entre 0,5 et 1%, c'est énorme, c'est 2 fois moins de frais de gestion. C'est le double, hein, ouais. Voilà. Donc t'imagines si tu prends une assurance vie lambda, déjà que t'as que deux SCPI, ou t'as même pas de SCPI dedans, ou t'as que un choix de 2 SCPI. En plus t'as des frais sur versement de 4%. En et plus des frais de gestion te reverse énormes. que 80%. En plus il prend 1% par an. Non mais c'est impossible de performer. Il te reste plus rien à la fin. Donc là non, c'est un scandale. Hein. Moi je suis d'accord avec toi. Moi c'est me scandalise. Les gens ne quand comparent pas, ils sont totalement arnaqués. Quand tu vas dans ta banque traditionnelle et que tu vois, enfin, moi j'avais eu une cliente en coaching qu'on avait fait le test, hein, 7 ans après sur son assurance vie, on avait regardé, elle était en négatif quoi. Elle était en négatif juste à cause des. On a plus de frais que de gains. Mais c'est ça, avec les frais sur versement, les frais de gestion, enfin bref, c'est abusé quoi. Et alors que
ça faisait 7 ans, enfin, t'as dû voir les 7 dernières années, les marchés, ils ont quand même bien performé. Et tu te dis, t'as même pas profité de ça et tout est dans la poche de En fait, il y a un l'assureur. mauvais partage de la valeur. Toute la valeur est partie dans les poches de la banque et elle a eu zéro. C'est elle qui a pris les risques, c'est elle qui passe son argent et C'est elle a eu ça, zéro. celle qui. Imagine s'il y avait eu un crash, et elle aurait encaissé toutes les pertes, plus tous les frais en plus. Bref. C'est un scandale. Alors que les marchés ont fait x2 là en 7 ans peut-être, plus 100% sur Nasdaq et sans doute même plus, et il lui reste zéro dans sa poche. Donc tout est parti dans la poche de la banque. Enfin, c'est un scandale. Donc clairement, ouais. Donc ouais, zéro frais sur versement, des frais de gestion à 0,5% par an. L'assureur me verse 100% des loyers et j'ai un gros choix de SCPI. C'est ça aussi. Sur Linksea Spirit 2, j'ai une trentaine de SCPI, donc j'ai pu faire mon marché, j'ai pu diversifier. Ouais, t'as pu regarder, comparer, tout ça, ouais. Ok, donc assurance vie, Linksea Spirit 2, a priori c'est un bon choix, quoi. Enfin, c'est quelque chose que t'as testé et pour vous c'est le meilleur. Et en direct, du coup, t'as des noms, t'as fait des tests. Et en direct, moi je suis encore passé par Linksea pour investir en direct. C'est un courtier qui vend des assurances vie, des assurances vie à la base, également des PER, plein d'épargne retraite, plein de choses, plein des produits d'épargne que je connais depuis que je suis tout petit, depuis 2009, depuis que j'ai commencé à placer, j'ai pris mes assurances vie chez eux en fait. Et ils ont créé un service. Même en direct, ils sont intéressants. Je suis passé par eux, mais challenger quand même d'autres, hein, parce que si c'était à refaire, j'aurais pas forcément pris Linksea. Ils sont super pour l'assurance vie, comme je viens de le dire, mais pour les SCPI, c'est bien, mais on peut peut-être avoir mieux encore avec France SCPI que j'aime beaucoup. C'est leur métier, c'est 100% SCPI. France SCPI, challenger les deux. Je recommande toujours de challenger. Moi, j'ai entendu parler de Quorum et de Iroko. Quorum, non, c'est pas. Non, mais ça, c'est des sociétés de gestion. Ça, c'est pas des sociétés de conseil. Moi, je parle juste de sociétés de gestion, de courtiers spécialisés et qui sont pas parti pris. Quorum, c'est l'une des 40 sociétés de gestion et forcément, ils vont pas te conseiller. Ils vont te dire, prenez ma SCPI. Ils vont pas te dire d'aller voir ailleurs. Tandis que Prime Alliance, France SCPI, c'est des courtiers, des courtiers spécialisés. Et eux, ils vont te dire, il y a une centaine de SCPI qu'on distribue. On vous recommande tel ou tel SCPI. Il y aura Quorum ou pas dedans. Mais est-ce qu'ils prennent pas, vu que c'est un courtier, est-ce qu'ils prennent pas une marge aussi Non, c'est les mêmes frais. En fait, si tu passes par Quorum, ils vont te vendre les SCPI à 10% de frais d'achat. Enfin, je dis ça, mais c'est pas forcément 10%, hein, je sais pas, mais ça sera 8 ou 10%. Et si tu passes par le courtier, ça sera pareil, c'est sur 8 ou 10%. Ok, d'accord. Moi, je pensais qu'en passant en direct, t'avais moins de frais, mais pas forcément, ok. Non, en direct, c'est-à-dire qu'ils prennent une grosse commission. Ils prennent 10%. Tandis que s'ils passent par le courtier, qui fait le conseil, ils vont reverser une commission au courtier de 3 ou 4%. Mais l'épargnant, il le verra pas passer, quoi. Il le verra pas, ça sera pareil. L'épargnant va payer dans tous les cas. Il paiera pas plus, ouais. On va payer les mêmes frais. Okay. L'épargnant, donc c'est pour ça, on recommande autant passer par un vrai conseiller que de passer directement par la société de gestion, parce qu'en plus, on recommande de diversifier. Alors, t'imagines, si tu fais le tour de toutes les sociétés de gestion, tu vois 200 sociétés de gestion et tu diversifies sur 5 SCPI, faut parler à 5 interlocuteurs différents et tu n'auras pas de conseil. Ils vont te dire, prenez ma SCPI. Tandis que non, moi, j'ai préféré prendre un point de conseil, un vrai conseiller. Donc, ça peut être Prime Alliance, France SCPI ou Linksea. J'ai challengé les 3 et ils vont en plus prendre pour toi un crédit immobilier. Ils vont chercher les crédits immobiliers pour toi. Ils connaissent leurs partenaires, les meilleures solutions de crédit immobilier. En plus, ils vont te dire quel SCPI prendre. Ils vont te recommander tel ou tel SCPI selon ton profil. Et en plus, pour toi, ils vont faire la simulation. Ils vont dire, dans votre situation, tu auras un fichier Excel. Ils vont dire, prenez plutôt en nue propriété ou en pleine propriété. Prenez plutôt des SCPI étrangères parce que vous êtes en TMI 41%. Prenez plutôt SCPI. Voilà. Tu auras ce travail de conseil. Alors que la société de gestion, c'est... Ouais, elle va juste vouloir te vendre ta SCPI. Ok, d'accord. C'est comme si tu vas à la banque postale, ils vont pas te dire prenez l'assurance vie Boursorama ou prenez une autre assurance. Ils vont pas te dire, ils vont dire prenez mon assurance vie Cachemire. Ils vont te vendre le produit. Les sociétés de conseil, sociétés de gestion, en fait, c'est des vendeurs. C'est pas des conseillers. Donc, faut voir un vrai conseiller indépendant qui vend plein, qui est pas maqué avec une société de gestion et qui vend plein de SCPI différentes. Pour eux, c'est pareil, ils ont les mêmes commissions et pour toi, tu payes le même prix. Tu payes le même prix, c'est à peu près 8 ou 10% de frais d'achat dans tous les cas. Donc voilà, autant avoir le conseil en plus. Et en plus, c'est le chef d'orchestre. Avec lui, tu vas souscrire d'un coup avec un seul dossier sur 3, 4, 5 SCPI différentes plutôt que de parler à différentes sociétés de conseil, sociétés de gestion. C'est bien différent, hein. Entre société de gestion et société de conseil, il y a un gap énorme. Et voilà. Ok, du coup, si je résume, assurance vie, Linksea Spirit 2,
Et sur si vous voulez investir en direct, bah, soit Lixea aussi sur la partie SCPI, Prime Alliance ou France SCPI. C'est ça, faut challenger. Leur recommande de challenger au moins 2-3 courtiers. Ça s'appelle des courtiers en SCPI pour voir un peu les conseils. Peut-être que l'un va vous dire de prendre tel SCPI et l'autre va vous dire de prendre tel autre SCPI. Et voilà, au moins on a différents conseils. Après on choisit le meilleur conseil finalement. Ok, merci Nicolas. On a dépassé. Je voulais pas qu'on dépasse l'heure, mais ça y est, on l'a dépassé officiellement. Le sujet est riche. Ouais, je pense qu'on pourra encore en parler, mais je vais volontairement arrêter l'interview pour éviter de faire rester dans les formats que je souhaite. Écoute, je vais quand même te poser mes 2 petites questions que je pose à tous mes invités. Je voulais savoir, du coup, que tu nous parles d'un bouquin. Le bouquin qui t'a fait un déclic, qui t'a changé la vie ou que tu souhaiterais recommander. Franchement, j'en ai aucun. je lis beaucoup, je lis pas mal, mais ce sont des livres de science-fiction qui me divertissent. D'accord, ouais. L'idée, c'est de dire un livre de non-fiction. Mais sinon, j'aime beaucoup Sapiens. Ouais. C'est pas dans le sujet non plus, c'est hors sujet, mais Sapiens, pour moi, c'est un livre génial. C'est un peu ma bible, qui apprend plein de choses sur l'histoire, la culture générale. C'est génial à lire et je recommande, mais c'est pas un livre qui a eu un déclic dans ma vie d'investisseur, quoi. D'accord. Par contre, comme ressource qu'on peut avoir un déclic dans ma vie, c'est les forums. J'ai débuté sur les forums d'épargnants et c'était le déclic en fait. Quand en 2009 j'avais beaucoup d'argent à placer suite à une expatriation. Enfin beaucoup, tout est relatif, mais pour moi c'était beaucoup à l'époque, j'étais jeune et je me suis dit mais j'allais ouvrir une assurance vie à la banque postale. Je suis revenu chez moi et j'ai tapé dans Google et je suis tombé sur un forum d'épargnants qui s'appelle HFR, Hardware Forum. Et pour moi j'ai eu la révélation, quoi. J'ai appris plein de choses avec les mecs et j'ai appris plein de choses. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait des assurances vie sans frais sur versement, avec un meilleur rendement du fonds euro, avec plein d'unités de compte. Et du coup, j'ai pas signé la banque postale. Et là, c'était vraiment le tournant de ma vie. C'est là que je me suis passionné pour le sujet, en fait. Je me suis passionné pour le sujet des finances perso. Et ça a commencé comme ça, l'assurance vie. Après, j'ai appris la bourse, l'immobilier, etc. Donc, c'est pas un livre, finalement. C'est Google et c'est un forum. Ouais, les forums, Google et ok. C'est bien, ça change un petit peu des réponses que j'ai que j'ai en général. Et une astuce, ton secret sur les finances personnelles ou même la gestion de budget, enfin sur les finances personnelles en général. Ça peut être gestion de budget, investissement. C'est la base, c'est très simple. C'est ce qu'on explique sur notre site ADI. Il faut commencer par le début. Quels sont mes projets? Quels sont mes projets de vie? Et donc, à court terme, si j'ai besoin d'argent à court terme, je vais le mettre en livret A. Et à long terme, je vais investir, je vais diversifier à la fois en actions, en immobilier, peut-être une pincée de crypto-monnaie. Voilà, mais tout part des projets. Si je veux investir à long terme pour mon enfant qui a 2 ans, donc j'ai au moins 18 ans, il aura dans 18 ans, il aura 20 ans, à échéance 18 ans, je vais pas mettre en livret A, je vais investir en actions. Et d'ailleurs, j'ai ouvert à mon gamin qui a 2 ans, j'ai ouvert une assurance vie en 100% Tracker World. Mes parents, ils m'ont demandé conseil là, il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait pour la retraite? Vous avez besoin de revenus réguliers. Je leur ouvre une assurance vie avec une petite part de fonds euros et une bonne part des CPI, d'actions. C'est de l'argent ils pourront retirer des revenus passifs pour la retraite. Et ça sera plus intéressant que 100% fonds euros. Et si besoin de retirer de l'argent dans un an ou 2 pour acheter une voiture ou faire une croisière, ils retirent sur le fonds euro. Voilà. Mais en fait, tout découle de nos objectifs. Ouais, et à long terme, il faut profiter des marchés. Objectif, projet, et de là, tout découle. On construit ce qu'on appelle une allocation patrimoniale et tu diversifies. Après, c'est la diversification. Donc l'astuce, en fait, c'est juste du bon sens. C'est juste investir selon ses projets. Et je vois trop de gens investir 100% fonds euros ou 100% livrés. Et c'est un gâchis. Parce qu'à long terme, on a tous des projets long terme. Les enfants, ou acheter une maison, une résidence secondaire dans 10 ans, ou la retraite. Et pour ça, non. Pour ça, il faut investir actions, immobilier, ce qui rapporte. Et on va construire un patrimoine qui sera largement supérieur. On a des graphiques sur ADI où on montre qu'une même somme placée tous les mois, 500 euros par mois, dans 20 ans, je dis au pif, j'ai plus les chiffres exacts en tête, dans 20 ans, ça donne 300 000 euros si tu investis à 1%, et si tu investis à 4%, ça donne 600 000 euros. Ouais, c'est le jeu des intérêts composés qui fait toute la différence aussi, ouais. Alors que tu as fait le même effort d'épargne, d'un côté, tu achèteras une Dacia et une petite maison, et de l'autre côté, tu achèteras une Porsche et une super maison. Alors que tu as placé la même chose tous les mois. Juste parce que tu as pris 1 heure
il y a 30 ans, tu as pris 1 heure pour y réfléchir au sujet et pour te dire, mon allocation patrimoniale, ça sera ça, X% fonds euros, Y% actions, Z% immobilier. Et après, tu as été discipliné, tu as investi tous les mois en fonction de cette allocation patrimoniale. Et après, ta vie est radicalement changée. Voilà, c'est pas une astuce, c'est juste du bon sens. Ok, bah top. Bon, écoute, Nicolas, merci beaucoup pour tous ces éléments, que ce soit la SCPI ou même tout ce que tu viens de nous dire. Je pense que c'était vraiment full valeur là pour tout ce qui nous écoute. Bah écoute, je te propose qu'on clôture l'interview. On a explosé la durée que j'avais prévue. J'espère que j'ai pas saoulé les gens et s'ils veulent creuser, s'ils sont plus là, de toute façon, c'est qu'ils nous écoutent plus, c'est qu'ils sont déjà partis. C'est qu'ils sont déjà partis, et c'est s'ils ça. nous écoutent, s'ils veulent creuser, aller plus loin, vous aurez toutes les explications. Ouais, voilà, sur Avenue des investisseurs, il y a vraiment tout. C'est la bible de l'investissement. Et moi, dans tous les cas, je mettrai en description là au moins le lien sur les SCPI. Je vais certainement même faire un article de blog sur mon blog là aussi avec une retranscription du podcast et des liens vers chez vous. Donc écoute, merci beaucoup Nicolas et merci Thomas, c'était sympa. Ouais, bah écoute, je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage ou mettre un commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram monbudgetzen ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.